Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Euh, le sujet, c'est comment la technologie 4.0 peut vous aider avec la pénurie. Ce que je veux faire, je veux premièrement vous poser la question, qu'est-ce qu'un gars du cannabis fait ici pour nous parler du 4.0? Avant d'être chez Terra Nueva, je faisais du redressement d'entreprise. J'ai redressé plusieurs entreprises. Puis là, à peu près 6 ans, je me suis posé la question, est-ce que je vais redresser les entreprises de la même façon dans le futur? Je venais de General Electric. On parlait beaucoup d'amélioration continue, Green Belt, Black Belt, tout le monde a fait ces affaires-là. Puis là, je commençais, il y a 6 ans, d'entendre des nouvelles choses comme le Big Data, la nouvelle technologie, tout ça. Donc, j'ai amorcé une réflexion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de là à peu près 5 ans. La première réflexion que j'ai faite par rapport à la technologie, qu'est-ce que ça voulait dire le 4.0? Les motivations, les menaces, et derrière tout ça, on va à la prochaine. Donc, on va parler de justement la vision stratégique de l'entreprise, la perspective que j'avais en tant qu'entrepreneur d'une usine opératrice. Une usine qui faisait à ce temps-là, ou la première usine à laquelle j'ai expérimenté avec la 4.0, c'est Alta Précision et Tecalia. Une faisait de la transformation de trains d'atterrissage, l'autre faisait de l'usinage de trains d'atterrissage. Je veux vous parler un peu de la problématique que l'on faisait face, puis pourquoi je pensais que la 4.0, c'était la réponse à la problématique. Je vais parler de la première rencontre que j'ai eue avec JetBase, parce que là, j'ai rencontré mon ami Fred, qui sortait de l'ETS, il était en incubatrice, puis il voulait partir de nouvelle business, puis il est rentré chez nous, puis il a commencé à me dire « J'ai quelque chose d'incroyable à te vendre, ça va changer ton monde. » Puis ils m'ont impressionné. Pas parce que ce qu'il me disait, mais par le niveau de connaissance, l'énergie qu'il avait. Puis je l'ai assis, puis je dis, moi j'ai une problématique, je veux que tu résoudre mon problème, puis on va t'aider à démarrer. Puis aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est maintenant mon patron, entre autres. Je suis sur le comité aviseur, et je l'aide et je le guide. Puis vous allez voir que JetBase a pris son envol à partir du 4.0 en amenant des solutions à la problématique que j'avais identifiée il y a 5 ans. Ensuite, je vais passer la parole justement à Fred qui va vous introduire sur la solution de JetBase, son évolution et l'horizon. La prochaine étape que je vais faire avant de passer à la prochaine planche, c'est j'étais là lors de la dernière présentation quand on posait des questions sur la formation, le ci, le ça. Puis je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions sur l'aéronautique. Je suis content de voir que l'aéronautique s'est mobilisée vers le 4.0. Mais une des raisons que j'ai été vers le cannabis, c'était l'opportunité de partir à partir d'une feuille blanche. Une feuille blanche dans laquelle on pourrait numériser, contrôler, injecter de la technologie, de sorte à avoir un contrôle parfait sur la recette. Parce que le 4.0, ce n'est pas une discussion à propos d'un produit. Le widget, ce n'est pas important. La question, c'est si vous avez une recette de production à faire, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit. Ça requiert des changements importants qu'on ne parlera pas aujourd'hui. Je pensais à la question sur la formation et tout ça, puis à quand est-ce qu'on implique les gens là-dedans. Mais premièrement, j'ai quelque chose à vous dire. La structure organisationnelle que vous avez pour faire du 4.0 n'est probablement pas adaptée au 4.0. Il y a des nouveaux métiers que vous devez introduire chez vous. Ça part de là, c'est fondamental comme changement, c'est très profond et ça part de loin. Et puis il y a plein de choses là, comme des gaps générationnels, on va jaser de ça tantôt, mais vous allez voir que c'est une réflexion qui est quand même assez large. Si je peux vous amener à y réfléchir, puis surtout vous amener à faire ces gestes-là, parce que je suis de ceux qui croient que ceux qui ne feront pas ces pas-là vont disparaître. Et très rapidement. Puis vous avez sûrement des compagnies autour de vous qui ont déjà commencé à subir les conséquences. Dans le cannabis, déjà, ceux qui n'ont pas parti avec cette mentalité-là, on le voit, ils souffrent. Tu veux t'introduire? Frédéric Scherer, donc bon, j'ai été introduit déjà, mais en gros, effectivement, ça a été un tournant clé de la rencontre avec Pierre qui nous a vraiment fait confiance dès le début, qu'il y avait une problématique qu'on va expliquer tantôt.
Et nous, on avait la connaissance à JITbase de la technologie, big data, intelligence artificielle. On a réussi à l'appliquer justement sur une problématique qui maintenant s'est étendue à d'autres entreprises. Donc, si vous êtes au temps de la vapeur, ben vous n'êtes pas à votre place. L'électricité, la robotique, et on s'est retrouvé dans le big data. Tu sais, le 4.0, c'est ça. C'est prendre l'information numérique qui existe et de la mettre à contribution dans vos opérations. L'intelligence artificielle, à mon avis, c'est la 5e révolution. La 4e révolution, c'était le 4.0. Donc, si vous êtes dans le 4.0, dites-vous, là, vous êtes déjà une génération en arrière de où ce que vous devez être. Ce que vous deviez être aujourd'hui en train de jaser, c'est l'intelligence artificielle. Comment on amène le big data, développer des algorithmes. Souvent, les gens mélangent un peu, mais c'est parce que c'est une évolution. C'est comme le 4.0, c'est la continuité de l'amélioration continue. Hein? C'est pas on change des mots. Tu sais, quand GE avait inventé Green Belt, Black Belt, puis tout ça, c'était la continuité du principe d'amélioration continue. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais l'environnement change. Les connaissances des individus changent. La technologie change. Ça crée des opportunités. Il faut amener ces opportunités-là au travers du big data, du data mining, trouver les golden nuggets, comme on les appelle, en sortir l'intelligence pour réussir à faire des choses qu'on ne pensait pas être importantes. Donc, je vous amène, il y a 5 ans, à la prochaine planche. Il y a 5 ans, j'ai produit cette planche-là. Je l'ai présentée, je ne sais pas combien de fois, cette planche-là. J'aimerais avoir 5 cents pour chaque fois que je l'ai présentée, mais c'était ma réflexion, il y a 5 ans, dans laquelle j'ai dit, c'est quoi l'environnement dans lequel on vit? Premièrement, c'est que le monde se tourne vers le numérique. Qu'est-ce qu'il y a des petits-enfants ou des enfants? Regardez-les opérer avec un cellulaire ou avec... Vous voyez, ces enfants-là sont numériques, sont beaucoup plus numériques que les parents. Donc, laissez-vous pas croire que c'est juste une passe, là, cette affaire-là. Là. C'est le vrai monde. C'est leur monde. Ils vont et ils doivent prendre le contrôle de ce monde-là. Et ils vont le faire. Ils vont le faire avec du numérique. Donc, aussi bien de préparer votre entreprise en conséquence. La deuxième chose, c'est qu'il y a des technologies qui apparaissent. On a souvent parlé de robotique, mais des robots collaboratifs, il y en a combien ici dans la salle qui travaillent avec des robots collaboratifs? Ah! Vous savez, c'est quoi un robot collaboratif? C'est un robot qui est comme une personne, puis quand tu fais une erreur, puis tu y touches, tu te regardes, on va dire, qu'est-ce que tu fais? C'est un robot qui apprend à partir de l'opérateur. GE a fait une expérience avec des robots collaboratifs. Ils ont pris une usine, ils ont pris 40 employés. Sur les 40 employés, ils leur ont donné chacun un robot collaboratif. Ils ont dit, tu peux aller aux toilettes aussi souvent que tu veux, mais montre à ton robot comment faire ta job, puis on verra ce qui va se passer. Ils ont pris les robots tu y prends la main, tu y montres ça, puis là, tu pèses, tu pétons, puis ça, c'est le programme. Puis là, il va faire ça sans arrêter. Là, il allait aux toilettes, les gars, puis quand à la fin de la journée arrivait, il y avait des gains de productivité de 40 %. Si on parle de 4.0, on parle peu de... Tu sais, les gens me posent toujours la question, Pierre, c'est quoi ton objectif du 4.0? Bien, l'objectif du 4.0, c'est d'augmenter la productivité à plus que 40, 50, 60, 80 %. Mais là, tout le monde te regarde comme si tu étais un con. Mais tu sais, si tu veux un gain de productivité de 3 % ça, l'affaire que tu as besoin, c'est des souliers pointus. Un bon coup, tu vas l'avoir, ton 3 %. Mais si tu veux du 20, 40, 60 % tu as besoin de faire quelque chose d'autre. C'est un changement fondamental. Donc, la technologie, elle évolue également. La fabrication additive rentre là-dedans. La mondialisation, c'est un facteur important. Il faut être présent maintenant sur l'échiquier global. Vos compétiteurs se retrouvent sur l'échiquier global. Ils ont accès à des avantages que vous n'avez pas, souvent des ressources humaines, entre autres. Vous devez compétitionner avec eux. Comment vous faites ça si eux, ils ont toutes les ressources humaines et vous ne les avez pas? Ça ramène sur le sujet. La 4e, c'était cette question de l'environnement. Aujourd'hui, il faut avoir un footprint global, puis il faut avoir une présence locale faible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas détruire l'environnement pour aboutir à sa fin. Donc,
ça devient partie prenante de la nouvelle économie. C'est le souci de l'environnement. Puis on le voit avec Greta et compagnie, que c'est il y a 5 ans, quand j'ai fait cette planche-là, ben, Greta, elle existait, mais moi, je ne la connaissais pas. Mais elle avait raison, on a raison, puis c'est comme ça que ça s'en va. C'est assez intéressant. En 2017, le Journal de Montréal s'est réveillé et a dit « Hey, 1500 postes de machinistes sont à prévoir au Québec. » Puis en 2018, la presse a dit 22 000 postes seront à pourvoir d'ici 10 ans dans le secteur aéronautique. Ça s'est juste empiré, là, cette affaire-là. Là. Ça va continuer à s'empirer. Si la disponibilité de la main-d'œuvre, ce n'est pas votre problème numéro 1, c'est parce que vous avez fait du 4.0. Puis si ça l'est, mais si vous ne faites pas du 4.0, ça va le devenir de plus en plus difficile. Puis c'est pas vrai que juste amener des immigrants puis les gens. C'est pas vrai, c'est pas juste ça qui va se passer. On passe à la prochaine. Donc, ce que je voulais, il y a 4 ans, j'ai fait cette autre planche-là dans laquelle j'identifiais les menaces. Puis j'ai toujours aimé cette slide-là parce qu'il y en a une surtout ici, là. Celle-là, je l'aime bien gros. Mais on va parler de la première. La fabrication intelligente, y compris les technologies, réduira les dépendances de la main-d'œuvre à notre égard et augmenterait les attentes de notre main-d'œuvre. La relation qui existe entre entrepreneurs et la main-d'œuvre est en train de changer. Pourquoi? Parce que les petits kids qui ont grandi comme ça, à pitonner toute la vie, ils arrivent sur le marché du travail, ils ont des attentes différentes. Combien de fois on attend les jeunes avec les cheveux, moi je les appelle blonds antiques, là, les cheveux gris, mais combien de fois on regarde les jeunes, je les attends parler et ils disent « Sont-tu paresseux ces jeunes-là? Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que lui, s'il est vieux, il travaille, il n'arrête pas. » Hey! Lui, il sait que ça n'a pas d'allure de faire ça sans arrêter. Il a compris qu'il y a des solutions qui sont plus faciles. Ils sont paresseux de nature parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont compris qu'il y a des solutions alternatives à se battre avec un marteau. Peut-être qu'il faudrait les écouter. Peut-être qu'il faudrait les suivre. Donc, je vous dis, la fabrication intelligente, elle s'aligne parfaitement avec la nouvelle génération. Si on reste attaché au modèle d'affaires où ce qu'on mesure. Puis là, je parle, y a-t-il du monde du gouvernement ici, à part du CRIC? Le gouvernement, là, tu vas y voir, là, première question qu'il te demande quand tu fais un « Comment de job tu vas créer? Hey, tu ne peux pas les embaucher! Pourquoi tu veux que je crée des jobs? Je peux-tu créer de la richesse? » C'est là ce qu'on est. Donc, si vous voulez, vous avez un modèle d'affaires qui est basé sur la main-d'œuvre, vous vous trompez. Le cannabis, ma vision, c'est de produire 1 million de chiffres d'affaires par employé. Tout chez nous est automatisé. Je contrôle la température, l'humidité, l'injection de dioxyde de carbone. Je contrôle l'entrée d'eau, la température de l'eau, la qualité de l'eau. Je contrôle quoi? Une recette. Ce n'est pas, on ne parle plus de produire des produits. McDonald's est fort parce qu'il y a une bonne recette, pas parce qu'il produit des bons hamburgers. Non? OK. Traditionnellement, les entreprises résistent au changement. Elles sont mal équipées à faire face à la prochaine révolution industrielle. Tu sais, la question tantôt qui disait la formation, quand est-ce que je forme, puis tout ça, tu ne commences pas par former, tu commences à embaucher. Tu embauches les jeunes. Tu embauches un programmeur. La première fois, j'ai embauché 2 programmeurs chez nous pour commencer à écrire des lignes de code, pour amener des solutions. Surtout à ce temps avec les API. J'ai appris ça. La connectivité entre les logiciels devient facile. Tu peux prendre ton ERP et rajouter une dimension que tu n'y avais pas pensé parce que tu as un problème qui est spécifique à ton organisation. Tout ça devient possible, mais il faut que tu aies la bonne main-d'œuvre. Des ingénieurs industriels. Quand j'ai commencé ce programme-là, j'en ai embauché 6. Bang! Tout d'un coup. Tout le monde disait que j'étais fou. Mais il avait raison, là, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a un écart générationnel entre les cheveux gris et le 4.0. Si vous vous entêtez à embaucher seulement des gens
qui ont de l'expérience. Puis je ne vous dis pas de ne pas embaucher des gens avec l'expérience. Les têtes grises dans ce monde, c'est la stabilité. J'ai déjà embauché une dame de 76 ans. Puis elle me dit, pourquoi tu m'embauches? Je dis, regarde, c'est tous des jeunes. Ils ont besoin d'une grand-mère là-dedans pour les ramener sur la terre. Okay? Donc, c'est l'équilibre dans tout ça. Mais de dire que je ne veux pas embaucher des gens qui sont jeunes, qui sortent de l'université, qui ont plein de talents, qui ont plein de connaissances, juste parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, vous faites erreur. Vous faites fausse route. Il faut aller chercher ces gens-là. Il y a un écart générationnel. La vraie réalité, les vrais entrepreneurs dans le monde moderne, ça devrait être des jeunes qui graduent de l'université. On devrait leur donner des clés, puis je vous garantis qu'ils vont nous remplir notre compte de banque. Mais ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les contacts avec les banques, ils n'ont pas les contacts avec la clientèle, donc il y a encore besoin de nous autres. Ça tombe bien. Mais prenez avantage de cette force de main-d'œuvre qui gradue des universités avec des métiers et des connaissances que vous n'avez pas. L'ensemble des traditionnels, des compétences en main-d'œuvre et structure organisationnelle, je viens d'en parler, ça c'est un autre changement qui est une des menaces. Donc, ça, c'est la slide de Fred qui voulait, tu vois, lui, il met de la couleur. Moi, je suis un black and white guy. Mais il voulait. Quand j'ai rencontré Fred la première fois, il me présentait ça. Il dit, ben là, il dit, c'est quasiment mes mots, il dit, on peut se plaindre de notre main-d'œuvre, on peut baisser notre capacité de production, on peut essayer de recruter, puis on entend parler de ça partout dans les nouvelles. On passe à la prochaine, ou on peut utiliser la technologie pour augmenter la capacité de production avec le même nombre de machinistes. Donc, quand j'étais chez Alta Précision, je me suis assis avec un groupe, quand j'ai embauché tous mes ingénieurs industriels, mes programmeurs, puis tout ça, puis j'en avais une gang de petits jeunes devant moi. Puis là, je leur ai dit, on va arrêter de travailler sur les affaires que vous travaillez. Tout le monde se préoccupait pour ce que j'appelle travailler sur le pic. Vous savez, c'est quoi le pic? Ça prend combien d'heures de programme pour usiner une pièce? Tout le monde cherchait à optimiser une passe de coupe pour passer de 45 heures à 43 heures. Puis là, on dépensait de l'argent comme des malades là, pour changer le programme. Puis personne ne se préoccupait du spread. Personne ne se préoccupait de l'agencement d'une opération à une autre. Regardez vos opérations, je ne sais même pas dans quel métier vous êtes, mais je vous garantis que vous pissez de l'argent comme de l'eau dans toutes les transactions interactives d'une opération à une autre. Donc, on a commencé à regarder les choses différemment. Ce que je disais, c'est je vais récompenser pas celui qui me fait, plutôt que de faire installer un gabarit en 4 heures, mais celui qui est capable de m'installer un gabarit en plus ou moins 10 minutes. Parce que ça me prenne 4 heures ou ça m'en prenne 12. Mais si ça m'en prend 4 plus ou moins 12, ou 12 plus ou moins 5 minutes, lequel des deux que je veux? 12 plus ou moins 5 minutes. Je peux dealer avec ça. Je peux améliorer ça. Mais 4 plus ou moins 12, regarde, c'est n'importe quoi, ça. Donc, on a attaqué le spread à chacun, que ce soit, on va chercher les outils, les gabarits, l'usinage, le first oil, les finitions. On va attaquer le spread. Puis après ça, une fois qu'on a attaqué le spread, on va faire des projets pour optimiser chaque opération pour réduire la dépendance humaine. Puis surtout, on va commencer à identifier quand j'ai besoin de l'humain. De l'humain. Pas l'humaine, de l'humain. C'est assez intéressant. Les gens... J'avais un programme. Oh, je vais continuer. Je vais revenir. Mais ici, notre recette, définir nos valeurs, puis j'expliquais ça à mon monde, puis jusqu'à temps qu'il y en a un qui me revienne, puis qui me dit, finalement, Pierre, ce que tu essaies de me dire, c'est que tu veux qu'on produise des traits d'atterrissage comme McDonald's produit des hamburgers. Je dis, ouais, c'est ça, la recette. Il faut contrôler chaque variable. Il faut se prendre avantage des données qui existent, les digérer, les assumer, amener des algorithmes, l'intelligence artificielle s'il faut, sinon juste amener de l'information pour prendre des décisions informées. Il y a combien de gens ici qui ont parlé, qui ont entendu parler du rêve d'une planification dynamique en temps réel? Bien, ils contrôlent la machine, ils prennent une planification dynamique sur la disponibilité de la machine, mais ils ne se préoccupent pas de la disponibilité de l'humain.
Attends une minute. Après ça, ils ne se préoccupent pas. Est-ce que les outils sont là? Est-ce que la maintenance est coordonnée? Je m'excuse, c'est tout ça ensemble. Il faut que tu te préoccupes si tu veux faire une planification dynamique. Donc, on passe à la prochaine, Fred. Donc, c'est là, ce slide-là, que j'ai gagné. C'est là que j'ai gagné. Parce que j'avais, il y a 4 ans, tout le monde parlait de surveillance machine. Il faut que tu mettes un, tu as MT Connect sur tes machines, il faut que tu te connectes dessus, tu vas chercher toute l'information, tu vas savoir tout. Puis quand tu vas être ça, tu vas être 4.0. Mais ce n'est pas vrai, ça. Ça n'encadre pas le problème de la gestion. Puis moi, ce que j'avais des programmes, puis j'avais comme des ingénieurs qui étaient, ou des machinistes qui étaient devant leur machine, puis ils produisaient pendant 60 heures un programme. Puis ils étaient là, une fois de temps en temps. Là, moi, je capotais. Qu'est-ce qu'il fait là? On le paye, il n'a rien fait pour dormir devant la machine. Je dis, non, Pierre. Il dit, il y a des fois, on en a besoin. Mais je dis, quand? Personne n'était capable de me le dire. Je dis, ben, vous allez m'écrire un script. Un script, c'est, vous allez me dire, vous allez dissecter les 60 heures en segments de programme. Vous allez me dire lesquels qui sont lights out, pas d'opérateur, puis lesquels sont lights out. Lesquels ne sont pas lights out, tu as besoin d'un opérateur. Puis là, ils m'ont fait ça. Puis pour découvrir que sur mon 60 heures, j'avais 50 heures du temps. Le gars, il aurait pu dormir, il n'en avait pas besoin. Mais pour les 10 heures, j'avais besoin de ce gars-là, 60 heures à la machine. Puis c'est là que j'ai rencontré mon chum. Puis là, je l'ai rencontré, puis je dis, donc le premier script était révélateur. Là, quand j'ai fait ça, j'ai dit, wow, I just found something. Ça, c'est cool. Donc, j'ai produit la prochaine slide. J'ai rencontré Fred, puis je dis, Fred, tu es un gars intelligent. Tu sors de l'ETS, tu es d'une petite usine, tu es entouré de talent, tu sais faire des affaires que moi, je ne sais pas. Je dis, moi, j'ai un problème, mais j'ai une vision. Je dis, j'ai besoin que tu prennes le script, peu importe dans son état, puis quand il va évoluer le script, ça veut dire un programme, une portion du programme s'améliore, tout ça. Je veux que tu prennes le script dans son évolution. Puis en temps réel, je veux que tu me refasses ce tableau de bord-là. Le tableau de bord me dit, est-ce que l'opérateur peut s'en aller ou il doit-tu être là? Quand il y a 5 minutes avant qu'il doit revenir, bien, on commence à y signaler. S'il y a un problème qui est non anticipé, on peut demander de l'aide à l'extérieur, en temps réel. Une opportunité de passer de l'information quand il roule son programme, parce qu'il est de nuit, il y a un problème, il faut qu'il parle au programmeur de jour. Donc, un entrée à l'opérateur. Quand je demandais, quand est-ce qu'elle va être finie la pièce? Vendredi. Je dis, non, t'es pas sérieux, le vendredi? Non, tu as raison. Peut-être samedi. Je dis, regarde, je veux savoir l'heure, la minute. Pourquoi je ne peux pas savoir la minute? Oui, mais là, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Ben, je dis, hey, mais c'est quoi? Si tu as 50 heures sur 60, il n'y a rien qui va se passer. C'est un programme, il roule. Les couteaux roulent. 50 heures, il n'y a rien qui change. C'est rien que les 10 heures là, qui va jouer. Oui, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ces 10 heures-là. Bon, c'est ça. Donc là, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, je veux savoir quand est-ce que j'avais prévu compléter, je veux savoir quand est-ce en temps réel. Si tu glisses d'une minute, 1 minute, le programme me redonne une nouvelle heure. Je veux savoir si la machine, si ma cible est bonne, puis mes humains, si c'est bon. Es-tu capable de faire ça? Puis là, c'est là que je repasse la parole à mon chum. Parce que la magie, ça vient de lui. La magie opère. Donc on est parti de là avec Pierre. Donc ils nous ont présenté ça. On a fait une première rencontre chez Alta Précision à l'époque. Je pense que c'était en 2017. Et donc nous on lui a dit bah oui c'est possible, on peut le faire. Donc premièrement on se donne les moyens. Alta est allé chercher un programme de subvention. Donc en aéronautique c'est MacFab 4.0. C'est un programme de Aéro Montréal. Mais il y en a d'autres, et puis je serais heureux d'en partager quelques-uns là, si vous voulez quelques tips sur ça. Donc ils sont allés chercher un premier financement, et ce qui était vraiment le fun avec Alta, c'est que plutôt que de tout mettre sur un projet, ils ont décidé de splitter le financement sur plusieurs petits projets. Puis on va le revoir dans les leçons à retenir, mais commencez à faire des petits projets. Il y en a qui vont réussir, d'autres qui ne vont pas réussir, mais
au moins vous le saurez rapidement si ça fonctionne ou pas. Donc sur le projet dont on parle, rapidement, donc, la slide qu'on a vue tantôt, on l'a transformée en ça avec notre designer et puis après avoir compris exactement ce que voulait Alta Précision. Donc ça, c'était la première itération, peut-être 2 semaines après la rencontre. Donc des succès rapides. On a fait dans JITbase, on a créé pour faire le script qu'il faisait sur Excel directement, on a pu le faire dans JITbase peut-être 1 ou 2 mois plus tard. Donc des succès rapides. On voit que ça fonctionne, on sait qu'on est capable de faire fonctionner. C'était pas encore connecté à la machine à ce moment-là. Donc c'était l'opérateur, s'il voulait aller à l'étape suivante, qui devait dire qu'il avait fini. Donc ce qui est arrivé ensuite, c'est avec ces preuves de concept, Alta a invité plusieurs autres manufacturiers dans leurs usines, donc notamment Lista, pour voir exactement quels sont les succès, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que ça correspond à mon usine. Et donc rapidement, Lista a embarqué donc, avec un deuxième financement aussi via MacFab, ce qu'ils appellent projet collaboratif, où c'est plusieurs entreprises ensemble sur un même projet. Donc là, on passe à toute une phase d'itération, parce que Alta a ses réalités, Lista en a d'autres, les machines sont souvent différentes. Donc, il faut savoir aussi que c'est en lançant des projets, en itérant rapidement, qu'on est capable d'avoir des succès. Donc là, les itérations, ça a commencé début 2019. Rapidement, voici à quoi ça ressemble maintenant. Donc, tout est connecté aux machines, tout est automatique. Donc, avec les données des machines, on est capable de savoir exactement quel programme a commencé sur la machine. Avec les scripts qu'on a créés, on sait exactement, sur le programme de 60 heures, pendant 10 heures, je n'ai pas besoin de mon opérateur. Donc là, par exemple, un opérateur qui gère les 3 machines que vous voyez en haut, il a ces 3 timelines, et en vert, c'est les séquences d'usinage. Donc il sait qu'on n'a pas besoin de lui sur la machine à ce moment-là. En orange, c'est les phases où il fait quelque chose de manuel dans la machine. Donc il doit être absolument là sur la machine. S'il n'est pas là, la machine s'arrête et j'ai de la perte de productivité. En jaune, ensuite, c'est des phases où on veut qu'il reste la machine usine, mais on veut qu'il reste derrière la machine, soit parce que c'est une opération très courte, donc il n'a pas le temps d'aller faire autre chose, ou c'est des opérations critiques, on veut absolument c'est critique qu'il reste derrière. Ici, on a un peu plus de détails, donc par exemple sur celle-ci, il sait que c'est une séquence lights out, donc la machine usine toute seule, et il sait qu'il doit retourner sur la machine exactement dans 37 minutes 52 secondes. S'il y a un problème sur la machine, il va être alerté. Si la machine prend du retard pour n'importe quelle raison, on reçoit la donnée constamment en temps réel de la machine, donc ça va s'ajuster aussi. Entrée d'algorithme. Donc là, on voit... Donc ça, encore une fois, c'est première itération. On voit ici, on ne demande jamais à l'opérateur d'être à 2 endroits en même temps. Évidemment, en cas de production, ça arrive que parfois la machine arrête à 2 endroits en même temps. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là que les algorithmes entrent en jeu. Donc on a mis de la recherche opérationnelle, des algorithmes de recherche opérationnelle dans la solution qui permettent, on a fait les tests donc, entre l'intuition humaine qui va toujours aller sur la première machine qui s'arrête et puis les algorithmes qui connaissent tous les 4 programmes qui sont en train de rouler sur les 4 machines que gère l'opérateur. Donc la machine est capable de calculer quelle est la recette idéale, donc le chemin optimal, et c'est impossible de battre ça. Donc on voit à la fin de la journée, sur des longs programmes, on gagne des 20% de productivité sur l'intuition humaine versus des algorithmes. Donc ça, c'est récemment, là, début d'été, qu'on a commencé à rentrer les algorithmes. Lista, Alta donc, continuent dans les projets et eux, ils ont leur premier succès. Donc maintenant, il n'y a même plus à les convaincre. Ils peuvent financer les nouvelles solutions parce qu'ils ont déjà gagné de l'argent grâce à ces solutions. Donc en 2020, plusieurs projets conséquents d'envergure qui sont à venir. Donc là, le problème, c'est plus de les prioriser maintenant. Donc à l'horizon, intégration à d'autres systèmes manufacturiers. Donc c'est un des points clés, Industrie 4.0, on veut que tous les systèmes communiquent entre eux. Donc on parle notamment de connecter la solution à des systèmes ERP, connecter à des Power BI par exemple, si vous voulez collecter la donnée brute et faire vos propres tableaux de bord. Ça peut être d'autres systèmes aussi. Amélioration des algorithmes. Donc aujourd'hui, ce qu'est capable de faire l'algorithme, c'est un opérateur qui gère plusieurs machines. On va lui donner le chemin idéal. Mais
pourquoi pas demain dire à l'algorithme, bah, j'ai 20 machines.